On va recevoir maintenant Clément Monjou, qui est le directeur d'Alexa en France, pour une table ronde pour nous parler du produit et de l'obsession client, le Job Zero. Il sera accompagné de Marc-Henri, qui est le cofondateur et le CTO de De Facto, de Julien, le CPO de Kinetics, et de Marion, qui est la CEO et la CPO de Koala. Bonjour à tous, merci déjà d'être avec nous. Alors aujourd'hui, maintenant, on va vous parler du produit. Alors, je vais d'abord brièvement me présenter, j'essaie de pas trop parler, et aussi je vais inviter nos invités à se présenter, ainsi que leur société. Alors, je m'appelle Clément Monjou, je m'occupe de Alexa en France, donc Amazon Alexa, vous savez, cet assistant vocal. Ça fait 11 ans que je suis chez Amazon. Alors des produits, j'en ai fait. J'ai eu la chance de lancer le Kindle, les Fire Tablets, les Fire TV, le Fire Phone, si vous vous souvenez de ce que c'était. Donc voilà, on apprend aussi de ses échecs. Et depuis 6 ans, j'ai eu la chance d'être le premier employé recruté pour lancer Alexa en France. Donc voilà, working backward from consumers. Donc voilà, écouter les retours clients. Ce que je dis souvent, c'est que chez nous, on a cet objectif que tous nos produits soient notés 4 ou plus, 4 étoiles ou plus. Donc voilà, il s'agit quotidiennement de regarder les feedbacks, et cette obsession client est au cœur de notre produit. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Marc-Henri, en commençant par la droite, Marion et Julien. Alors je vais peut-être vous inviter à vous présenter. Marion, si tu veux commencer. Avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis Marion Doucet, la Deputy CEO de Koala. Je m'occupe aussi de la partie produit depuis maintenant 3 ans. J'ai un background dans la mobilité et les nouveaux usages liés à la mobilité partagée. Koala, qu'est-ce qu'on fait? C'est une insurtech dans le voyage. On a décidé de réinventer l'expérience de l'assurance voyage qui était assez anxiogène pour les voyageurs. Et donc, on inverse un peu les paradigmes de l'assurance en faisant des produits qui sont sans exclusion, sans justificatif, tout automatisé. Et dans le même temps, on optimise les revenus des partenaires distributeurs. Donc, on est dans un modèle B2B et B2B2C. Voilà pour Koala. Merci pour ce pitch. Bonjour tout le monde, moi c'est Marc Augir, je suis le CTO et co-founder de De Facto. Mon background c'est plus de la data et un software généraliste. J'ai toujours travaillé que dans des startups assez early stage, tout le temps dans des problématiques un peu B2B. À De Facto, on est une start-up qui fait du financement court terme pour les PME en France et en Europe. Financement court terme pour résoudre le problème de BFR, de besoin de fonds de roulement, qui est dû au fait que chaque entreprise doit à un moment payer ses fournisseurs ou ses salariés avant de toucher de l'argent. Et voilà, c'est un plaisir d'être là. Et Julien, enchanté. Alors moi, mon background, il y a 15 ans, j'étais en thèse de sciences et religions que j'ai abandonné. Et j'ai passé 9 ans chez Believe, le distributeur de contenu vidéo, musique, où j'ai construit l'équipe produit et je l'ai développé. Et je suis parti donc après 9 ans pour aller chez Kinetics, où je suis le directeur du produit. Et donc Kinetics, c'est donc là on n'est pas du tout dans le même mastodonte que Believe, c'est clairement une start-up. Notre produit, globalement, vous êtes dans un jeu vidéo, dans une social app. On utilise une AI qui est de la vidéo to animation. Donc en gros, on peut prendre votre mouvement et dans les 5 minutes, on va la transformer, votre mouvement, pour animer l'avatar que vous avez dans votre jeu ou l'avatar que vous avez dans votre social app pour vous permettre de vous exprimer dans le jeu. Voilà, ça fait 1 an et 3 mois que je suis là-bas. Je suis ravi d'être ici. Merci. Alors, dans les backgrounds originaux, c'était pas mal ça. Alors, moi, c'est un master en gestion des contrats d'armement, tu vois. Qui l'eût cru? Je suis chez Amazon. Très bien. Alors, revenons sur le produit. On va peut-être pas parler de l'obsession client dans l'armement. Peut-être ma première question, ça serait... Alors nous, chez Amazon, c'est assez clair. On va voir les commentaires clients sur les pages produits, on les regarde, on les épluche. Mais vous, je serais intéressé de savoir comment est-ce que vous identifiez et vous priorisez les besoins de vos clients, B2C, B2B, dans le processus de développement de leurs produits, de vos produits, pardon. Julien, est-ce que tu veux entamer? Oui. Alors, je peux répondre de plusieurs façons. On va d'abord parler de Kinetics.
L'essentiel des feedbacks, Kinetic, c'est une boîte où on vient globalement de toucher notre product market fit. Donc en gros, pendant un temps, on se cherchait. Donc l'essentiel des feedbacks et des retours clients, on les a par nos sales. Donc en gros, c'est un entrée du terrain. Et quand je dis les sales, je me mets aussi dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je vais rencontrer durant les phases de discussion avec des studios de jeux vidéo pour intégrer notre technologie. C'est à ce moment-là que je me rends compte de telle ou telle chose qui mériterait d'être mise dans le produit et qui permettrait de lever des bloqueurs pour acquérir un nouveau client. Ça, c'est on va dire la façon numéro 1 de collecter. La deuxième façon, là on parle vraiment dans une approche pas très data, mais sur l'anecdote, où en gros on va avoir du feeling aussi, on va avoir de la vision, et après on va avoir une intuition, on va regarder la data qu'on peut avoir pour voir si on vérifie cette intuition-là. Ça, c'est la deuxième chose. Ça, c'est sur la collecte. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler de la collecte. Après, j'aimerais bien parler du traitement, en gros, comment on fait pour prioriser. Voilà. Moi, peut-être rapidement sur la collecte. Nous, avec Koala, on a une histoire un peu particulière. On est le pivot d'une première société qui s'appelait WeReward et qui aidait les voyageurs qui avaient eu un avion retardé à pouvoir poursuivre la compagnie aérienne pour récupérer cet argent. Et donc, on se commissionnait là-dessus. Et pour WeReward, on avait très vite mis en place une page pour que les gens puissent réclamer et réussi à collecter. Finalement, le besoin était apparu directement avec l'usage. Et quand on a pivoté, parce que finalement le modèle était difficilement scalable, on n'a pas employé la même méthode et ça a été un vrai tort. En fait, on a passé beaucoup de temps à discuter avec les compagnies aériennes dont on était sûr qu'elles avaient un besoin assez fort et que c'était un pain point aussi, les mauvais produits quelque part d'assurance et toutes les perturbations de vol. Et en fait, je pense qu'on n'a pas su faire la distinction entre intérêt exploratoire, ça arrive souvent avec des gros corporates, et le vrai besoin qui se traduit par l'usage. Donc on était ultra intéressant pour, entre autres, une grande compagnie aérienne. Et pendant un an, je pense qu'on a fait tous les services innovation, beaucoup de projets, beaucoup de pitch écrits sur le papier. Et au moment, en fait, où on a dit, bon, maintenant, ça y est, on a drafté quelque chose, on peut essayer de faire un test sur le site, on nous a dit, mais en fait, on ne pourra pas mettre votre produit dans notre funnel d'achat parce que vendre un produit pour vol perturbé quand on est opérateur aérien, le message est super mauvais. Et ça, en fait, dans les interviews, à aucun moment, finalement, ça n'est ressorti. Et ce biais, quelque part, de l'interview sans l'usage et la décorrélation du besoin-usage, on y a perdu un an, en gros. Et finalement, on a testé directement après avec une agence de voyage en ligne qui, cette fois, était intéressée par le service au-dessus, finalement, des opérateurs et qui, eux, nous ont proposé de tester, finalement, le besoin par l'usage. Et donc, tant qu'on n'a pas cet usage associé, pour moi, l'intérêt, entre guillemets, ne vaut rien. Voilà. Intéressant. Moi, je vais juste, avant de parler de la collecte, il y a un point qui est dans le B2B qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a une grosse différence entre ton utilisateur et ton decision maker qui va souvent acheter ton produit et qui ont souvent des besoins ou des priorités un peu différentes. Et du coup, quand on cherche à prioriser quelque chose, il faut toujours être un peu explicite sur est-ce qu'on cherche à débloquer une décision ou est-ce qu'on cherche à maximiser l'adoption une fois que c'est acheté. Nous, à Defacto, pour les collectes d'informations, au tout début, c'était aussi simple qu'un système de tag sur un CRM codé sur Notion. Après, on a fait comme système numéro 2 beaucoup donc on avait mis une web app, on avait branché un intercom, on avait collecté toutes les questions qu'il y avait et on utilisait le tagging automatique de un peu intercom pour essayer de classifier les requests. Et après, moi je suis profil data, je suis pas produit, du coup je vais être plus orienté expertise data, mais pour moi c'est beaucoup orienté sur c'est quoi les vrais bottlenecks de la boîte qu'on cherche à répondre. Est-ce qu'on a un problème en entrée du funnel, on a pas assez de personnes qui viennent sur notre plateforme? Est-ce qu'on a un problème d'activation? Est-ce qu'on a un problème d'éligibilité? Est-ce qu'on a un problème de churn? Est-ce qu'on a un problème pour comprendre en haut dans tout le funnel où est-ce qu'on a le plus gros bloqueur? Et après se dire en fait pour le business actuellement, en fonction de notre phase de série A ou seed, où est-ce qu'on se focalise?
C'est très intéressant parce que je vois aussi différents angles dans votre prise de parole sur aussi cette tension entre, je sais que chez Amazon c'est quelque chose qui est très important entre regarder la data mais l'anecdote, et on a souvent quelque chose, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques expériences dans des revues de projet, on dit mais non là Clément, la data, l'anecdote contredit la data, look at the anecdote. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues arriver dans vos expériences de développement produit? Alors oui, et il y a une vidéo assez virale et connue de Bezos qui parle de l'anecdote et de la data. Pour le coup, j'espère que je vais pas me faire jeter de la salle, mais je suis pas d'accord avec Bezos, donc voilà. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent pas l'anecdote, il est avec ses sales, je pense, et il pose la question du temps moyen du customer service et sur la data, lui dit moins d'une minute. Il dit bah ok, et il appelle. Et ça dure plus d'une minute. Et il en fait une généralité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, l'anecdote pour moi, elle a un intérêt. Je l'ai actuellement sur un sujet, et c'est à nouveau cette tension entre le sales ou le CEO qui va me dire non mais ta data elle est mauvaise, c'est pas possible parce que regarde, j'ai fait un meeting et il est tombé sur le edge case de la mort et c'est parti, et donc du coup il faut tout rechambouler, etc. Sauf qu'en fait il faut savoir dire non. Donc je pense que la data est importante par rapport à l'anecdote, mais je pense que l'anecdote a un intérêt de... Par contre, là où je suis d'accord avec Bezos dans son extrait, c'est notamment de dire l'anecdote permet aussi de voir les éléments qu'on ne regarderait pas. Là, par contre, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a les sales qui remontent, et moi je donnais un exemple, quand j'étais chez Believe, j'avais beaucoup de sales qui... s'ils me regardent, qui en fait pendant leur business review se plaignaient du produit pour expliquer des chiffres qui étaient derrière leurs objectifs, en disant mais c'est pas notre faute, le produit par rapport aux concurrents, voilà, et puis en plus voilà, et puis en plus voilà, et jusqu'au bout d'un moment où finalement on me faisait développer des trucs, j'étais là non. On les faisait, puis ça partait rapidement dans le cimetière des éléphants. Et jusqu'au moment où il y a eu un changement de mindset chez nous qui a été ok, on va le développer. Bon, par contre, du coup, toi, sales, on va te le mettre dans tes OKR, le succès de ce produit-là. Donc, du coup, tu nous fais tu nous dis un ROI que tu penses qu'on va obtenir, et puis on va voir si tu atteins. Ils ont arrêté de demander. Donc voilà. Donc on partait de l'anecdote, et quand on leur montrait la data, voilà. J'aime cette multiplicité. Est-ce que c'est peut-être un exemple Nous, un des exemples, c'est aussi, on a eu beaucoup de demandes quand la traction a du mal à prendre, on a tendance à vouloir recréer des produits. Nous, on a un produit qui marche très très bien actuellement qui s'appelle Koala Flex et qui est Cancel for Any Reason. Et effectivement, remonter du terrain que le problème de l'annulation sur un site de voyage, c'est qu'on risque de perdre l'utilisateur et que finalement, le Change for Any Reason était peut-être plus pertinent puisqu'il conservait l'utilisateur sur le même distributeur. Et donc, on ne s'est pas précipité pour développer, mais on a juste twisté le même produit en demandant de remplir un champ en plus dans l'API de ce produit pour indiquer que c'était un change au lieu d'un cancel. Et je crois que c'est à peu près maintenant ce qu'on fait. On est extrêmement en ligne sur le produit, c'est-à-dire qu'il y a très peu de développement engagé sans que quasiment on ait déjà branché le produit d'une certaine manière ou vendu dans des modes. Aujourd'hui, on se distribue par API et il y a pas mal de partenaires à qui on dit aujourd'hui, on va display notre produit juste en front et derrière, on va récupérer le flux d'une manière qui est peut-être pas une manière API au départ. Alors, faut faire attention de ne pas déraper trop loin là-dedans parce que parfois, ça a un coût humain aussi, mais au moins pour tester l'appétence et être dans une première collecte de data. Donc c'est un peu de l'anecdote à la data, il y a quand même un moment où il n'y a que l'usage et qui parle, voilà. Moi, l'exemple, c'est peut-être pas très product oriented, mais c'était, nous, on fait des prêts bancaires. Du coup, à des moments, il y a des retards de paiement qui arrivent ce jour. Et une des premières approches qu'on a eues pour se dire, OK, il faut qu'on se protège de facto contre les retards de paiement, c'était dès qu'un client était en retard de plus de 15 jours, on lui un peu bloquait son accès. Sauf qu'en bloquant son accès, on lui bloque un peu le mécanisme de nous alerter qu'il a des problèmes de paiement et de vraiment nous rembourser in fine. Et voilà. Et c'est bête, mais bon, ça met toujours un petit peu de temps à se rendre compte qu'on fait des choses complètement contre-intuitives au tout début. Très bon exemple, j'aime beaucoup. Comment est-ce que vous assurez que dans vos processus d'innovation, l'expérience client reste au centre et
qu'elles soient en lien avec les attentes de vos clients. Alors je sais qu'on avait un peu échangé sur comment est-ce que ce que tu venais de dire, vous développez des choses que si vous avez quelque chose qui est quasiment signé. Comment se passe le processus d'innovation chez vous ? Je vais un peu me répéter, mais finalement, c'est comment on peut twister au maximum ce qui est déjà en place pour réussir à tester les nouveaux produits. Et effectivement, maintenant, ce qu'on demande, c'est à minima pour chaque produit ou feature, 3 partenaires qui sont prêts à le tester en direct. Donc, on impose déjà d'avoir quasiment converti, ce qui va un peu à l'encontre de discours sales qu'on entend en disant j'ai pas le produit, donc je peux pas vendre. Là, on dit clairement oui, t'as pas le produit, mais il faut que tu aies déjà les partenaires pour le tester. Et on remarque que ça nous permet d'assurer ce calage avec l'usage qui nous permet d'ensuite vérifier si même l'intuition était juste finalement. Nous, à notre niveau, on fonctionne extrêmement avec des OKR de boîte par quarter. Et les OKR sont souvent des objectifs d'acquisition, de rétention, les chiffres que je vous ai dit. Et on n'a jamais de product roadmap, on a toujours une roadmap d'OKR qu'on veut taper. Et du coup, quand on se dit, maintenant, il faut qu'on améliore la rétention. À ce moment-là, on se lance uniquement à ce moment-là dans la réflexion de c'est quoi les features qui vont améliorer ça. Et on va faire de la user research dès le début. Et donc, du coup, on n'a jamais de features qui arrivent sans avoir une vraie besoin business derrière. Alors, je ne sais pas si je vais répondre très directement, mais je pense que c'est aussi corrélé à la priorisation. En fait, je vais donner une astuce, quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques années et qui, à mon avis, fonctionne. Lorsqu'on a surtout des CEO qui sont ou des sales qui sont extrêmement demandeurs, tout le monde pense qu'il est capable de faire du produit en plus, donc tout le monde va nourrir le backlog et veut nourrir le backlog, ce qui est bien, ce qui est en soi très bien. Mais on se retrouve avec un backlog tellement long qu'au bout d'un moment, là, il y a un enjeu de priorisation, effectivement, et la priorisation, c'est de qu'il est A pour faire B, etc., etc. En fait, ce que je fais, parce qu'on fait, c'est je prends toutes les features, même en mode macro, et à la manière d'un poker planning, si vous connaissez la technique avec Fibonacci, au lieu de faire voter ce coup-ci l'équipe Scrum qui va développer, en fait, je prends les gens du business et je leur fais voter la business value. Avec une suite de Fibonacci. Et ce qui se passe à la fin, c'est que derrière, je vais faire la même chose avec le Scrum et je récupère donc en fait 2 chiffres, on va dire la complexité, ou le story point, et le business value. Et je divise la business value par le nombre de story points, et plus le chiffre est élevé, plus on a un quick win et plus on a quelque chose qui va aller en haut du backlog. En fait, ça permet de rationaliser des backlogs qui parfois peuvent être complètement démentiels, 100, 200. Je me souviens d'une réunion chez Believe, petite anecdote, où j'avais fait l'exercice avec toute la direction. Et une fois, je suis dans le bureau du CEO et je lui dis écoute, on va faire un exercice. Voilà des cartes. Il est avec moi. Il y a 300 lignes sur mon Excel. On commence. Il me dit 34, ce qui est le maximum. On arrive à la 5e, 34. Je fais, alors attends. Je le regarde. Il me dit, ok, on recommence. Et donc, on a recommencé. Ça fait 8, 3, 13, 34 quand même. Et en fait, ça a permis à la fin de prioriser, mais genre, ça aurait presque été une roadmap sur 3 ans, quoi. Mais voilà, c'est... j'aime bien cette méthode-là. Elle a tendance à permettre, et pour juste lier avec ta question sur l'obsession client, la business value, je mets toujours le gens du business face à moi, en essayant justement de les mettre. Ok, là, mettez-vous vraiment à la place du client. Là, vous n'êtes pas en tant que sales qui est frustré parce que ça s'est mal passé pendant le call ou ça s'est mal passé pendant un truc. Là, on parle vraiment du client. Vous êtes un studio de jeux vidéo, vous êtes un game dev, vous êtes un développeur qui a besoin de... Voilà, vous voulez utiliser une API de vidéo to animation. Voilà, dites-moi. C'est work back from consumer, grosso modo. Mettez-vous dans les pieds de votre client. Je regarde juste l'heure parce qu'on a commencé plus tôt. On est toujours bon. C'est pas bon, ça ? Ça, je sais pas. Les trucs qui clignotent comme ça, les compteurs rouges, moi, c'est toujours très... Ouais. Ça me fait peur ou c'est peu fiable. Donc, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, t'es vert, ça descend. Ça fait peur. Très bien. Et comment... J'avais aussi une question sur la culture autour de l'obsession client, qui est quelque chose, je pense que si vous travaillez avec les gens d'AWS, ils ont dû vous le répéter pas mal de fois, ou chez Amazon. Comment c'est des choses que vous instillez dans vos startups de plus moins grande taille? Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus?
Moi, je peux prendre la parole là-dessus. On a mis en place donc la boîte du service client. Tout le monde y passe environ une demi-journée ou 2 heures. Mais quand je dis tout le monde, c'est chaque personne tourne sur la boîte du service client, en plus du service client, pour avoir les différents problèmes qui sont remontés. Donc, on n'a pas été payé à temps, par exemple, alors que notre système est automatisé, mais donc pour identifier les pain points. Et ça, on le met en place dès l'onboarding. Chez Ubico, donc les véhicules en autopartage, on avait aussi ça. On pouvait être appelé par des clients, et quand toutes les lignes du service client étaient prises, il y avait ce qu'on appelait le téléphone d'urgence, sur lequel une personne qui passe à côté du téléphone d'urgence qui sonne doit y répondre immédiatement. Ce qui fait que chaque personne de l'entreprise devait être amenée à être en capacité d'orienter ou de répondre à un client qui se sent qui a un problème urgent ou non, et en tout cas de bien l'orienter pour être toujours en prise avec je dirais la réalité du terrain et les frustrations du terrain. Et ça a 2 bénéfices. Bon, déjà, se rendre compte des vraies problématiques terrain qu'il peut y avoir, et le deuxième, faire baisser la frustration aussi des équipes opérationnelles qui parfois ont l'impression, vis-à-vis d'équipes tech ou produits, d'être les seuls à vivre vraiment parfois les bugs ou les problématiques. Et on trouve ça ultra sain, et ce passage toutes les 2 semaines par le service client permet à chacun d'être un peu alerté sur le pouls du terrain, je dirais. Est-ce que tu peux nous dire juste, pardon, ce téléphone d'urgence, c'est quoi? Nous, ça ressemble à quoi? On avait accroché un portable au mur. D'accord. Et donc, il est rouge et il sonne très fort. Alors, il était pas très beau, c'était pas un smartphone, c'était... Voilà. Mais en tout cas, c'était l'idée de... tu dois être en capacité de comprendre ton produit et l'impact que tu as pu avoir à un moment donné sur la chaîne de valeur. Et tu dois être en prise avec tes clients. D'accord. Et n'importe qui oui, doit être capable. Exactement. D'accord. Donc t'as pas le droit de courir. On fait exactement ce même procédé. Nous, il y a tous les employés de la boîte qui se relaient pour faire le service client. Les ingés, les CEO, les co-founders, tout le monde de la boîte prend des créneaux 2 heures par 2 heures, tout le long de la semaine. Moi, je crois beaucoup aussi dans tout ce qui est culture, c'est sur le recrutement. C'est au tout début sur les profils de personnes qu'on va recruter. Nous, on fait un énorme focus sur le côté business, notamment sur le côté des ingénieurs. La manière dont on fait ça, c'est notre dernière étape, c'est un hackathon où on fait un MVP, on essaie de productiser un MVP en 3 heures et de faire une démo qui est utilisable par quelqu'un. Et du coup, on s'assure que le candidat ou la candidate dans cet exercice-là a des bons réflexes d'utilisateur. Est-ce qu'elle va se mettre dans la peau d'une personne qui va utiliser sa solution. Et après, le dernier outil qu'on fait, c'est nous on fait des all hands toutes les 2 semaines et on invite un utilisateur parler à toute l'équipe pendant 15 minutes à l'all hands pour expliquer comment il utilise la solution. Le téléphone rouge, le hackathon, les shifts, ça c'est 3 mécanismes. Et le dernier, j'ai oublié, pardon. Le dernier, c'est inviter des utilisateurs à parler. Voilà, et les guest stars. Les guest stars pendant les all hands. Alors moi, sur Kinetics, notre technologie elle passe par un SDK qui va s'intégrer dans Unreal ou dans Unity. Donc en gros, on est face à des game devs où parfois il faut un peu tweaker, il faut un peu comprendre ce qu'ils font, il faut un peu les guider. On met en place des Slack avec eux. Donc en fait, quelque part, toute la boîte voit les échanges. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, à mon avis. Et ce que je fais, c'est dans le doute, souvent dans les calls, j'amène des devs avec moi. Même s'ils vont être en shadowing, je me débrouille pour qu'ils soient face à nos clients, pour qu'ils comprennent, puisqu'en fait, il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre dire non mais ils n'ont rien compris à notre documentation, ils sont juste débiles. Et oui, alors éventuellement ils sont débiles, mais ce serait un persona à la limite. Et on va le prendre en considération. Donc on va se débrouiller pour faire un produit pour que ces personnes-là le comprennent. C'est le but en fait. Ça c'est le premier point. Et en fait dès qu'il y avait une crise également, ça c'était un peu avant, j'amenais des gens que je considérais comme étant pas très client-oriented, et je les ai amenés avec moi pour rencontrer PNL ou pour rencontrer des gens qui avaient des choses à dire. Et ça leur faisait un peu bizarre, mais c'était intéressant. Et après ils revenaient, ils avaient une autre perception du client.
Voilà, donc je les force à... coupables quand ils arrivaient ou non, c'est n'importe qui. Non, oui, non, ils pouvaient avoir un semblant de responsabilité dans la plainte client, oui. Okay. Mais qui n'était pas toujours très justifié, mais en tout cas factuellement il fallait les amorcer, mais c'était bien de prendre des personnes qui sont un peu trop quelque part justement cachés dans le bureau, donc forcer. Moi j'avais des grosses équipes aussi, forcer même des PM parfois qui pantouflaient un petit peu à ne pas aller voir les clients, de les forcer à aller voir un client pour arrêter d'être déconnecté du terrain et de prendre tout par le filtre du sales qui va forcément biaiser tout le truc par son anecdote. Voilà. D'accord, j'ai un sujet sur les anecdotes. Hein, là, et les sales aussi. D'accord, ok, bon, désolé Hugo et toute la bande. Très bien. Alors, est-ce que c'est fiable ? C'est fiable ? C'est très bon. Alors, j'avais une autre question aussi sur vos processus un peu d'idéation sur le développement produit. Il y a différentes cultures de boîtes. Je parlais avec certains d'entre vous auparavant. Chez nous, c'est le pire FAQ. Donc, c'est une fausse press release et des questions consumer facing et aussi en interne. Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous utilisez pour innover, pour développer vos produits, pour rester focus sur l'obsession client ? Question compliquée. Très compliqué, je vais réfléchir. Nous, on a utilisé, là, sur les outils, donc quand on a quand même des convictions, qu'on a pu les tester en mode un peu POC, ce qu'on aime bien travailler, alors je ne sais pas si on peut dire les noms des outils, mais avec Tandems et Maze sur le côté interview et shadowing, où on va mettre des specs de produits, on va suivre la manière dont fait l'utilisateur, qu'on complétera avec l'interview. Et peut-être pour reboucler, justement, pour moi, le process d'interview, il est vraiment intéressant quand on est dans une phase finalement avancée, c'est-à-dire qu'on a déjà validé l'usage d'une certaine manière, et on va être dans de l'affinage ou pour vérifier qu'on n'a pas loupé une grosse incompréhension. Et ça, typiquement, nous, on l'a aussi fait sur nos terms and conditions. On s'est amusé à les faire lire. On a demandé aux collaborateurs qui avaient des enfants ados de les faire lire les terms and conditions et de voir ce qu'il en sortait. Donc toujours un peu trouver le cas extrême de dire on travaille sur le langage clair, mais est-ce que c'est vraiment clair ou pas, et donc prendre une cible qui n'est pas appropriée entre guillemets et de voir ce qu'il en ressort. Donc quand on prétend avoir des termes très clairs, est-ce que c'est le cas? Donc voilà un peu les types. Là on utilise vraiment le mécanisme du persona et dans cette phase avancée et d'interview et de shadowing. Et moi, je veux bien qu'on répète la question. Non, la question était sur les mécanismes d'innover pour garder cette obsession client. Donc voilà, il y a l'exemple de Marion. Il y a aussi cet exemple où vraiment on se met à la place du client qui un jour va avoir un communiqué de presse ou un article de presse, donc cette presse release, il va le lire. C'est un document qui est rempli de consumer anecdotes aussi. Mais aussi on pense aux clients, les questions qui vont se poser, mais aussi les questions en interne. Donc voilà, c'est tout ce mécanisme. Je crois que même parfois AWS peut vous accompagner aussi dans cet exercice-là sur vos projets. Mais voilà, nous c'est des choses qui sont très importantes pour ancrer notre produit. Je peux vous donner des exemples. Le premier PR FAQ d'Alexa, c'était un ordinateur à $10. C'était cet ordinateur qui vit dans le cloud. On a à lire et ce qui est assez drôle, c'est que aussi vous voyez ces PR FAQ qui traversent le temps et vous regardez s'ils sont toujours connecté à la vision. Votre projet actuellement est connecté à la vision d'origine. Alors, on n'est pas encore à $10, mais on s'en approche. Mais en tout cas, c'est cet ordinateur qui est capable de faire, ou cette intelligence qui est capable de répondre à tout. Donc voilà, c'était plutôt cette idée-là sur des mécanismes. Nous, c'est de l'écriture, c'est très narratif. Là, on a pris quelque chose de peut-être un peu plus sur du projet, plus structuré. Alors nous, c'est pas pour structurer, mais c'est de la peinture et du dessin. Non, c'est justement, c'est volontaire. Je pense que c'est volontairement. Je sais pas. Est-ce que c'est conscientisé? J'en sais rien, mais en tout cas, on valorise un peu, comme disait Marco sur le recrutement aussi, la créativité et le fait que chez nous, n'importe qui est encouragé à remonter une idée, à la pitcher, et
Je sais pas. Enfin, en fait, on a tellement de profils. Je pense que je peux me mettre dedans de profils qui sont. Enfin, Yacine, notre CEO, est absolument est un créa. Enfin, il a une créativité qui est absolument démoniaque. Et donc en fait il y a tellement d'idées qui viennent et comme il est très très orienté client par lui-même, finalement ça infuse, ça se communique. Après c'est plus facile quand on a une boîte de 30 personnes que quand on a une boîte de 800 ou de 1500 avec 48 bureaux. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, en tout cas je voulais dire ça. Du coup, moi, je vais répondre un petit peu à côté, pas tant sur la côté idéation et process, mais plus sur la côté de nous, comment on se projette un peu sur une roadmap un peu long terme. Je pense qu'on est beaucoup plus drivé sur une vision un petit peu où est-ce qu'on veut être dans 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. Et on se dit, c'est quoi Il y a 2-3 hypothèses clés qu'on cherche à valider ou pas valider pour se dire, OK, on est capable, schématiquement, on pourrait se dire... nous, est-ce qu'on peut devenir un organisme qui va permettre de répondre de manière holistique, pas juste à travers le prêt, au problème de besoin de fonds de roulement, donc besoin un peu de trésorerie à court terme pour les compagnies. Le cash les prêts bancaires est une réponse, les assurances impayées sont d'autres réponses. Bon, et donc du coup on se dit, est-ce que cette vision long terme, c'est cette vision qu'on cherche un petit peu à aller remplir? Et si oui, alors du coup, c'est quelle hypothèse on cherche à valider? Est-ce qu'un client va nous percevoir? Est-ce qu'un client cherche à percevoir son partenaire bancaire qui lui fournit de l'argent comme une plateforme SaaS sur laquelle il pourrait aller faire d'autres types d'utilisation? Et du coup, on va plutôt essayer de répondre à valider ou invalider certaines hypothèses. Voilà, je ne sais pas si ça répond trop à la question, mais... Si ça répond. J'aime cette diversité de points de vue. Peut-être pour ajouter, Clément, je sais qu'au produit, on a parfois l'inquiétude, et je le vis en tant que CPO, de se dire, mince, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de features, ou il y a une sorte de traction aussi de l'équipe tech qui dit, j'ai du mal à voir ce qui va arriver comme feature, quels sont les futurs game changers en tant que fonctionnalité. Et souvent, je trouve que la question derrière ou l'appel d'air, moi je le ressens en tant que plus CEO, c'est finalement on a du mal à comprendre la stratégie. La question elle n'est pas tant sur il nous manque des features, elle est en fait je suis un peu perdu sur où on va, et c'est là que c'est intéressant de revenir soit aux OKR ou à raccrocher une vision. Je sais pas, nous en ce moment c'est réduire par exemple les coûts opérationnels, et on va être très à l'écoute de ce qui arrive sur la boîte du service client et de replacer le fait que ça a peut-être pas l'air énorme ce qu'on est en train de développer d'un point de vue contenu, mais pour autant ça impacte directement un indicateur qu'on avait besoin de faire baisser, et par là même des coûts qui sont importants pour la boîte. Donc finalement, en mettant une prise avec la stratégie au global, je trouve qu'il y a souvent une question de positionnement derrière la fuite en avant de la feature, c'est que c'est symptomatique d'autres choses qu'il faut adresser rapidement de l'ordre du positionnement et de la stratégie. Voilà. J'aime bien le PRF. Il faut écrire beaucoup. On va utiliser 6 pages. 6 pages. 6 pages. Oui, c'est ça. Je regarde le compteur. Donc je pense qu'on peut passer aux questions. On est presque tous early. Comment est-ce qu'on détermine, comment est-ce qu'on écoute le client pour la V1, pour le MVP? Est-ce que les anecdotes suffisent? On n'a pas de données. Comment est-ce qu'on se fait des vraies convictions sur ce premier MVP? Est-ce qu'on fait des interviews clients mais on n'a pas vraiment les moyens de faire des grosses études? Comment est-ce que vous avez fait pour déterminer le contenu de ce tout premier produit, quoi? Nous, Trois réponses. Bon, déjà la première chose, c'est que je pense qu'il faut assumer que ça a foiré. Voilà. Enfin, en gros, il faut pas. Mais en fait, c'est important quand même, parce que si tu pars de ce principe-là, tu veux aller le plus vite possible. Donc, tu veux apprendre. Je crois que c'est Eck chez Spotify qui avait affiché le fail fast, et voilà. Je pense que
c'est ça qu'il faut faire. Enfin, en gros, il faut y aller effectivement à l'intuition, présenter quelque chose de très rapide. J'enfonce une porte ouverte, mais l'écueil d'attendre que le truc soit parfait pour ton MVP, c'est la meilleure façon de planter ta boîte. Donc en gros, il faut te planter bien avant, parce que sinon tu vas te planter. Enfin, pas ta boîte, le produit. Et après, tu vas te réadapter. Je pense qu'il faut donner quelque chose en face. Il faut commencer à l'intuition, essayer vraiment de faire un backlog et quelque part se mettre vraiment à la place de la cible que tu penses être la bonne cible. Et tu seras peut-être pas la bonne. Hein. On parlait des agences, des compagnies aériennes, alors qu'en fait, c'était pas. Voilà. En fait, en off, il y a eu beaucoup de discussions sur les compagnies aériennes avant le début de la session, mais on ne donnera pas de nom. Voilà. C'est toujours les mêmes. Ouais, je pense que générer le plus vite l'usage et pas se tromper de cible. Typiquement, nous, on avait passé beaucoup de temps aussi avec les voyageurs venant de ce pivot, en se disant qu'il faut que le parcours utilisateur soit ultra fluidifié pour une insurtech. Et en réalité, finalement, le temps, il était aussi à passer avec les distributeurs où, eux, leur problématique d'un utilisateur content, c'est important, mais la problématique de générer du revenu sur les produits, c'est vraiment plus important. Et donc, en fait, on aurait pu aller plus vite avec eux, même sans produit, mais en générant en ayant une approche un peu consultative, c'est-à-dire que tu arrives avec l'usage en général sur les plateformes des utilisateurs, et ça ne nécessite pas de développement, mais tu arrives déjà avec ce que tu leur permettra de... Donc nous, on avait, voilà un peu à quoi ressemble votre cible, parce qu'on a comparé avec d'autres agences, un livre blanc des bonnes intégrations des produits ancillaires, et un maximum de contenu dans une approche consultative pour dire, voilà sur votre funnel, nous par exemple, ce que notre produit pourrait faire. Et ça, c'était pour mettre le pied à l'étrier de l'usage, parce qu'après, il n'y a que via ton usage, encore une fois, l'intérêt, comme je le disais, il peut te mettre aussi dans le mur. C'est pas parce que c'est intéressant, la question c'est est-ce qu'on passe à l'action ensemble? Si c'est non, il ne faut pas y rester trop longtemps tant que tu ne trouves pas la personne avec qui tu passes à l'action, quoi. Moi, je pourrais faire 3 commentaires. Bon, il a passé beaucoup de temps dans nos bureaux, ce jeune homme, donc c'est pour ça que je rigolais. Je dirais simplicité. Bon, pas genre si le premier prototype il est compliqué et du coup c'est sûr que ça va pas être bien. 2, c'est ce côté un petit peu de est-ce qu'on est dans un business en remplacement ou d'évangélisation d'un nouveau besoin. Si dans un business de remplacement, ça sert à rien de réinventer la poudre. On sait que le besoin il a déjà été identifié, les budgets ont déjà été alloués, il faut juste aller là où il faut aller. Et 3e point, je pense que c'est très intéressant de réfléchir à le premier levée de fonds que vous allez faire. Au premier argent, ça vous donne en gros une certaine durée. Et pendant cette durée, vous avez un cycle d'itération. Du coup, un cycle d'itération, c'est combien de fois vous allez pouvoir faire évoluer votre produit ou votre pitch. Et vous devez vous mettre dans une position où vous allez faire le maximum d'itération pendant ce temps-là. Et donc, du coup, de se dire, en fait... Si on part sur quelque chose où ça prend la moitié du temps de ce cycle, c'est sûr que vous prenez beaucoup de risques à ce moment-là. Et du coup, est-ce que vous pouvez ne pas le faire, quoi? Je peux ajouter un truc. Et globalement, le MVP, comme tout produit d'ailleurs, j'ai pas d'exception, je pense, doit résoudre un problème. Donc en gros, si dans le MVP il commence à avoir des fioritures qui ne résout pas un problème, ça doit dégager. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'était dans la très longue backlog de 300 lignes de tout à l'heure. Absolument. C'est ça, d'accord. C'est bon? Ou une dernière question? Allez, une dernière. On a ce sursis possible. Pas de dernière question? Oui, c'est une. Merci beaucoup. Ouais, moi j'avais une question alors qui est à mi-chemin en fait des sujets dont vous avez traité, mais on discute souvent avec les founders early stage, c'est la question du PMF, notamment pour les gens qui font du SaaS en B2B. Comment est-ce qu'on sait vraiment qu'on a trouvé son PMF quand on est sur des cycles de vente enterprise qui peuvent être longs? C'est plus dur. Je pense que déjà, le fait de la signature, tu as toujours 2 temps sur des cycles longs. Tu as la signature et le déploiement. Donc déjà, quand tu as ta phase signature, ça vaut quand même pas rien vis-à-vis d'investisseurs et dans une logique de levée. Ça, c'est un des premiers points. Nous, on déploie quand même
pas mal de petits sur qui on teste aussi en attendant. Ça montre quand même une diversité de la cible. Donc, toujours dans notre lignée des compagnies aériennes, sur l'année où on a travaillé sur eux, on se disait il nous en faut une pour vivre toute notre vie, disons. Et en fait, on aurait mieux fait de développer ou d'apprendre d'autres choses avec d'autres cibles, des decision makers qui ressemblent parfois à des decision makers de corporate. Et on aurait quand même gagné du temps. Donc, la valeur de plus petit, elle parle quand même sur du early stage. Elle fait pas tout, mais elle parle. C'est marrant. En fait, justement, l'histoire des petits et des gros, on l'a eu chez Kinetics. On a essayé de rentrer, effectivement, d'abord de tester notre PMF par les petits. On a senti que ça vibrait un tout petit peu. Mais pour répondre vraiment très directement à ta question, pour nous, on considère qu'on a touché le PMF et qu'on le caresse, là, et qu'on va le chérir en ayant signé un gros, ou deux gros, ou trois gros. Et quand les gros commencent à se multiplier, t'as tendance à délaisser un peu les petits. Mais pour moi, c'est à ce moment-là que tu sais qu'il y a quelque chose qui peut scaler, qu'il y a quelque chose qui va vraiment te faire passer dans une autre dimension, en fait. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il y ait le gros. Voilà. Moi je dirais c'est au moment où tu vas atteindre le PMF, les investisseurs ils vont te demander de scaler, et pour scaler c'est de la ressource, du coup ça va être de recruter soit plus de sales, soit plus d'ingé, tout ça. Si tu sens que doubler la taille de tes équipes ça va pas le faire, c'est que tu n'as sûrement pas eu ton PMF encore à ce moment-là. Et pas mal au tout début aussi pour les grosses enterprise sales, je pense que c'est à quel point ton cycle de vente il est répétitif. Est-ce que ton decision maker c'est toujours le même? Est-ce que ton point d'entrée chez ton client c'est toujours le même? Est-ce que tu as un parcours de vente et après d'implémentation, mais au tout début c'est de la vente qui se ressemble. Et 1 c'est forcément pas assez, 2 c'est pas assez, il faut au moins que tu sois en 3-4 quoi. Et tu sens aussi un truc qui m'a fait penser à ça, tu sens aussi un frémissement, même avant les signatures, tu sens à un moment donné dans les bureaux, tu sens qu'il se passe un truc où les choses s'accélèrent, le nombre d'emails augmente, il y a plein de choses qui se passent, alors que tu n'as pas encore réalisé que tu es en train de toucher ton PMF, et en fait tu te rends compte 3 semaines plus tard ou un mois plus tard que tu l'as touché, et que ça fait... c'est bizarre. Merci à tous, merci Marion, merci Marco, merci Julien.